Donc voilà, donc Bedrat Hashem. Aujourd'hui, Bedrat Hashem, on va faire le Daf Ain Chet. Non, Ain Tet. Ain Tet, le Daf Ain Tet aujourd'hui. Donc, on s'était arrêté aux 2 points Daf Ain Chet Amud Bet. Donc, on est toujours dans les shiurim, les différents shiurim pour les différentes choses qu'on serait amené à sortir. À partir de quand elles sont considérées comme ayant une importance et à partir de quelle mesure elles sont considérées comme étant assez importantes pour qu'on soit chayav, khatat si on les sort pendant Shabbat. D'accord. Donc là, le cas sur lequel on est maintenant, c'est celui qui sort un shtar chov. Alors, c'est quoi l'histoire du shtar chov? Alors, on va nous dire Tanou Rabbanan, donc sur 2 points. On s'est arrêté sur ça hier. Je voulais qu'on démarre ça à tête reposée parce que c'est un truc il faut être concentré pour bien capter. D'accord. Alors, Tanou Rabbanan, c'est pas très compliqué, mais bon, faut être concentré. Et si on a des notions dans Baba Mitzia, c'est encore mieux. C'est un truc qui a un rapport avec la Gemara dans Baba Mitzia, dans le premier période de Baba Mitzia, vous allez voir. En tout cas, la Gemara nous dit la chose suivante. Amotzi shtarchov achelo prao chayav, mishe prao patur. Tanakama, il nous dit quelque chose d'assez logique. Il nous dit que celui qui va sortir pendant Shabbat un shtarchov, donc un shtarchov, c'est un contrat sur lequel il y a marqué que telle et telle personne me doit de l'argent. Donc là, il y a une reconnaissance de dette. Ouais. Une reconnaissance de dette, voilà. Donc, une reconnaissance de dette sur laquelle il y a marqué que Reuven doit de l'argent à Shimon, par exemple. Et donc, voilà, donc moi, je me trouve avec ce shtar-là entre les mains. À partir de quand ce shtar-là, il aura une valeur? Tant qu'il n'a pas été payé. À partir du moment où il a été payé, il ne vaut plus rien. Donc, il nous dit, Tanakama, que si jamais tu vas sortir ce shtar-là, ben, il n'a plus aucune valeur, donc il ne sert à rien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a une assez grande importance pour être considéré comme une otsa pour Shabbat. Parce que pour Shabbat, il faut qu'il y ait une otsa qui soit importante. Alors, ça, c'est la vie de Tanakama. Donc, il nous fait la différence entre avant qu'il était payé. On parle évidemment d'Ashtakov qui n'est pas assez grand pour faire le bouchon d'une bouteille. Non, justement. Il peut aussi faire le bouchon d'une bouteille. Mais alors, le problème, c'est justement. Alors, exactement. Donc, tu rentres dans le problème là. Là, Tanakama, lui, il ne tient pas compte du fait qu'il soit possible, que c'est possible qu'il soit utilisé pour le bouchon de bouteille. Pour la simple et bonne raison, comme Rachid explique, c'est qu'en réalité, à partir du moment où le shtar il a été payé, c'est très dangereux de conserver un shtar comme ça. Parce que d'un côté, le malvé, lui, il ne peut pas le garder parce qu'à partir du moment où on lui a remboursé, il doit s'en débarrasser. Et il ne peut pas garder un shtar qui a déjà été payé. Et d'autre part, le lové lui-même, le lové, c'est-à-dire celui qui a récupéré son shtar, celui qui a remboursé sa dette, et ben lui, de le garder et de recouvrir un bouchon avec, et ben il a un petit peu peur que, imagine-toi, le bouchon il se perd et ça revient entre les mains du malvé et qu'on va lui ressortir encore une deuxième fois de l'argent. Donc personne n'est intéressé à le garder ce shtar. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on considère qu'il n'a pas de valeur. Tandis que Rabbi Houda, lui, il te dit non. Rabbi Houda, il te dit, Rabbi Houda Omer, Af misheprao chayav mi pene shetzarichlo. Il te dit que même à partir du moment où le shtar il a été remboursé, on sera quand même chayav parce qu'on peut en avoir besoin. Alors, l'Agma va expliquer ce que ça veut dire on peut en avoir besoin et on va essayer de comprendre exactement c'est quoi la discussion entre Rabbi Houda et Tanakama. Pourquoi, d'après Tanakama, ce shtar-là, une fois qu'il a été remboursé, ben, il ne vaut plus rien. Et pourquoi, d'après Rabbi Houda, il vaut quelque chose. Alors, l'Agma va essayer de proposer comme ça. Elle demande Rav, est-ce que de toute manière, le shtar il a été fait avec 2 edim et remboursement aussi? Est-ce qu'il y a 2 edim? Alors, un shtar où il y a 2 edim qui ont signé, ouais. Alors voilà, donc du coup, si les 2 edim ils ont signé sur le shtar du remboursement, le shtar il vaut rien du tout, il a aucune valeur. Tant qu'il n'a pas été remboursé, il a une valeur, effectivement. Voilà, dès que son shtar il a été remboursé, on lui a remboursé son argent et les edim ils ont signé comme quoi il a reçu son argent, son shtar il sert plus à rien. Non, j'ai pas dit que les edim ont signé comme quoi il a reçu son argent. Ah, ok. J'ai dit que les edim ils ont signé sur le shtar au moment de dire que Reuven doit effectivement de l'argent à Shimon. Maintenant, après comment le remboursement s'est passé, ça on n'a pas rentré trop dans le détail comment le remboursement s'est passé. Mais on va voir justement. Là, on va essayer de comprendre un petit peu. Encore une fois, là, ce qu'on est en train de dire, on va dire que d'après Rabbi Houda, ce shtar-là, il a une utilité. C'est-à-dire que ce shtar-là, il a une importance, même une fois qu'il a été remboursé. Maintenant, on va essayer de comprendre quel est le sujet de la discussion Maï Binayou. Alors, Maï Binayou, c'est comme tu as remarqué hier, Hacher, il n'est pas le lâcher de Maï Binayou comme on a l'habitude de le voir. Ou en tout cas, ici, il faut comprendre
dans le sens quel est le sujet de leur marloquette et exactement qu'est-ce que chacun, pourquoi l'un il pense qu'il a une utilité, l'autre il pense pas qu'il a une utilité. Alors la Gemara demande Maï Binayu, quelle différence il y a entre ces deux avis? Alors la Gemara te dit Amar Rav Yosef Asur lishot shtar parua ika binayu. C'est en réalité la discussion entre les deux, c'est est-ce qu'il y a une interdiction pour le malvé, donc celui qui s'est fait rembourser, est-ce qu'il y a une interdiction de conserver un shtar une fois qu'il a été remboursé? Parce que d'après Tanakama, lui considère que normalement le malvé, il n'a pas le droit de conserver le shtar une fois qu'il a été remboursé. Donc le malvé, il ne peut plus rien à faire, il est obligé de s'en débarrasser, de le rendre lové ou de le brûler ou de le déchirer ou de s'en débarrasser. Il ne peut pas le conserver parce que s'il le conserve, il y a un risque que c'est dangereux, il peut peut-être le réutiliser une deuxième fois. Donc normalement, il n'a pas le droit de conserver un shtar à partir du moment où le shtar il a été remboursé. Tandis que d'après Rabbi Houda, il te dit que non, il a le droit de le garder. Finalement, c'est pas, il a été remboursé. À la limite, peut-être qu'il a signé un papier. Enfin, on ne rentre pas dans le fait qu'il a signé un papier, mais en tout cas, peut-être qu'il n'y a pas tellement de risque qu'il va magouiller et qu'il va vouloir le ressortir une deuxième fois. Finalement, le malvé, il peut le garder. À partir du moment où le shtar a été remboursé, le malvé, il peut le garder. Et donc, s'il peut le garder, ben, effectivement, comme il a dit Achar tout à l'heure, il pourra le garder pour le mettre pour boucher sa petite bouteille grâce à ce shtar-là, pour l'utiliser en tant que couvercle d'une cruche. Donc, c'est pour ça qu'il a une utilité. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara. Amar Rav Yosef asur lishot shtar paroi ika binayu. Donc, c'est la marloquette entre Rabbi Houda et Rabbanan. D'après Rabbanan Savri, asur lishot shtar paroi. Il n'a pas le droit de le garder entre ses mains. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il va oublier que son shtar il a déjà été remboursé et il va le réencaisser une deuxième fois. Donc, puisqu'on n'a pas le droit de le garder, donc il n'a pas d'utilité, il n'a pas de valeur. Tandis que Rabbi Houda Savar, mutar lishot shtar paroi. D'après Rabbi Houda, on a le droit de garder un shtar qui a déjà été remboursé. Et il pourra l'utiliser en réalité pour recouvrir sa cruche, etc. Donc, ça veut dire que ce shtar-là, il a une importance. Et donc, si le malvé le sort, parce que pour lui, ça a de l'importance, eh ben, il sera chayav. Rashi précise que c'est le malvé qui l'a sorti. Si c'est le lové qui le sort, ça rentre dans un autre problème. Est-ce que l'importance que le malvé donne sur ce shtar-là peut être valable aussi pour le lové, comme on en avait déjà parlé hier? En tout cas. Et pourquoi on ne trouverait pas une solution plus simple? Une fois que le lové rembourse le malvé, il lui donne le shtar. Et c'est tout. Comme un chèque impayé, quoi. À la base, c'est comme ça que ça doit se passer à la base. Maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si j'ai fait un chèque impayé à un mec, je lui rembourse les espèces, il me rend mon chèque, tu vois. Et au moins, je suis tranquille. Nahon, tu as raison. Maintenant, le truc, c'est que effectivement, si c'est ce qui s'est passé, ben là, le shtar, il aura plus d'importance. Parce que, comment expliquer, le lové lui-même, celui qui a remboursé, s'il a récupéré son shtar, ben, il va s'en débarrasser parce qu'il a peur que ce shtar-là, imagine-toi, pour une raison X ou Y, ce shtar-là, il revient entre les mains du malvé. C'est-à-dire que moi, je le perds et après, c'est le malvé qui le retrouve. Il va me reprendre mon argent avec ça. Donc, en réalité, le lové, dès qu'il a le shtar entre les mains, il s'en débarrasse le plus vite possible. Le lové lui-même, une fois qu'il a remboursé, quand tu as un chèque, toi, qui est impayé, que tu l'as remboursé, que tu as récupéré ton chèque, et ben, tu n'as pas envie qu'il retourne dans les mains de quelqu'un d'autre et qu'on vienne te réencaisser. Donc, tu le déchires le plus vite possible. Après, comme ça, c'est tranquille. Donc, c'est-à-dire que finalement, ce shtar-là, il n'a pas d'utilité si jamais ça a déjà été remboursé et que le shtar, il a été rendu au lové. Là, on parle d'un cas où le lové, il a remboursé et le shtar n'a pas encore été rendu au lové. Vu que le shtar n'a pas été rendu au lové, donc là, on se demande est-ce que le malvé, il peut le conserver ou pas? Parce que le malvé, lui, en réalité, il n'a aucun risque, vraiment. Il ne va rien perdre à le garder. Au contraire, ça va lui faire un couvercle en plus. Maintenant, il y a peut-être un risque, c'est ce qu'il disait Tanakama, c'est qu'à Sour, un homme n'a pas le droit de garder un shtar qui a déjà été payé, parce que peut-être qu'il va oublier qu'il avait déjà encaissé et il va le réencaisser une deuxième fois. Mais d'après Rabbi Houda, il considère que non, il peut l'utiliser pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a une utilité. Ça, c'est la première explication. Là, on va voir plusieurs explications. Ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yosef. Alors maintenant, une autre explication qui est donnée par Abaye cette fois-ci. Abaye Omer, des Kula Alma Asur la shtar paroi. D'après tout le monde, en réalité, on n'a pas le droit de conserver un shtar qui a déjà été remboursé. Donc, Tanakama, on comprend bien. Tu n'as pas le droit de conserver. Donc, normalement, on doit s'en débarrasser. Donc, ça n'a aucune valeur une fois qu'il a été remboursé. Maintenant, la marloquette, elle est Veacha bemode bishtar shektavo shetzarich le kayimo kamiflege. Alors là, il faut expliquer une autre notion. C'est qu'est-ce qu'on appelle un shtar modé bishtar shektavo. Ça veut dire qu'en réalité, quand Reuven il a emprunté de l'argent de Shimon,
Donc, il lui a écrit un shtar. Maintenant, au moment où il lui a écrit un shtar, au moment où ils ont fait le shtar, il y avait des témoins qui ont signé sur le shtar pour dire que voilà, nous, on a été témoins de la transaction, comme quoi Reuven, il a emprunté de l'argent de Shimon. D'accord. Ça, c'est le shtar. Maintenant, le shtar, il est entre les mains de Shimon. Shimon, après, plus tard, lorsqu'arrivera l'échéance, il va venir et il va récupérer son argent grâce à ce shtar. Maintenant, vu que ce shtar-là, il y avait des témoins qui ont signé et comme quoi ils étaient présents au niveau de la transaction, ce shtar-là, Minatora, il est valable, il n'y a pas besoin de plus que ça. D'accord. Mais en réalité, dans un cas où le lové, donc Reuven, va dire que moi, je l'ai déjà payé ce shtar, par exemple, alors là, les Chachamim, ils ont dit peut-être qu'on va le croire celui-là, quand il a dit que je l'ai déjà payé le shtar. Donc, ils ont nécessité, ils ont obligé que finalement, on fasse ce qu'on appelle un kiyum shtarot. Kiyum shtarot, ça veut dire qu'en réalité, les témoins viennent et qui témoignent, à part la signature qu'ils ont signée sur le shtar, qui témoignent que cette signature, c'est vraiment leur signature. C'est-à-dire que les témoins, ils ont signé sur le shtar pour dire qu'on était présent au niveau de la transaction. Maintenant, pour que ce shtar il ait vraiment une vraie valeur et pour que, à partir du moment où la personne elle a le shtar entre les mains, bah, elle peut, quoi qu'il arrive, récupérer son argent et l'autre, il ne pourra pas s'en exempter en disant bah, j'ai déjà remboursé. Il faut que ce shtar-là, on lui a fait ce qu'on appelle kiyum shtarot, on l'a certifié, ce qu'on appelle certification du shtar. Et la certification du shtar, elle se fait à partir du moment où on va apporter des témoins qui vont témoigner que ces signatures, c'est effectivement soit leur propre signature, soit c'est la signature des témoins, comme quoi ils connaissent la signature de ces témoins-là. À partir du moment où le shtar a été certifié, donc ce shtar-là, il est valable, et donc en face, le lové ne pourra pas dire « moi, j'ai déjà remboursé ». Maintenant, ça c'est dans le cas classique. Maintenant, imaginons un cas où modé bishtar chez Kadvo. C'est-à-dire qu'en réalité, le lové lui-même, il dit « tu sais quoi, je suis d'accord que je te dois de l'argent ». Donc, c'est-à-dire qu'il dit, moi, ce shtar-là, il est vrai. Je ne suis pas en train de remettre en question et de dire que ce shtar-là, il est peut-être mezouillaf, il est peut-être falsifié. Non, ce shtar-là, il n'est pas falsifié. J'avoue que ce shtar-là, il est valable. Et j'avoue que c'est vrai qu'à telle date, je t'ai emprunté de l'argent. Mais maintenant, moi, je suis en train de te dire que je t'ai remboursé. Donc là, finalement, quand je remets en question le shtar, je ne le remets pas en question par rapport à sa validité, mais je remets en question simplement le fait que est-ce que je l'ai déjà remboursé ou je ne t'ai pas remboursé. Donc là, c'est ce qu'on appelle modé bishtar chez Kadvo. Alors là, il y a une marloquette dans ça. Est-ce que finalement, dans un cas pareil, à partir du moment où le shtar, tout le monde est d'accord que ce shtar-là, il est valable, alors est-ce que j'ai besoin de le recertifier finalement? Parce que quand est-ce que tu as besoin de le certifier? Quand le shtar, c'est pas sûr qu'il est valable. Quand il y a un risque que certaines personnes vont dire que ce shtar-là, il est falsifié. Alors là, j'ai besoin de le certifier. Mais dans un cas où tout le monde est d'accord que ce shtar-là, il est vraiment valable et que c'est un shtar qui est véridique et qui n'a aucun problème. Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de témoins pour venir le certifier. Il est certifié par notre commun accord. Maintenant, quand le lové, il va dire je t'ai déjà remboursé. Alors, quand il va dire je t'ai déjà remboursé, ben, quelque part, à partir du moment où c'est lui-même qui a donné de la validité à ce shtar-là en disant que oui, c'est vrai que je te devais de l'argent, et que maintenant lui-même, par la suite, il vient et il dit c'est vrai que je te devais de l'argent, mais je te l'ai remboursé, ben là, finalement, c'est ce qu'on appelle la notion de AP chez Assar ou AP chez Itir. Ça veut dire que le lové de sa propre bouche, c'est lui qui a donné de la validité à ce shtar-là. Donc, vu que tu l'as cru quand il t'a dit que ce shtar-là, il est valable, continue à le croire quand il te dit que ce shtar-là, il l'a remboursé. Alors, c'est une notion qui est marquée dans Ketuvot, dans plusieurs endroits, ce qu'on appelle AP chez Assar ou AP chez Itir. Ça veut dire… Mais et pourquoi on… Parce que là, j'ai l'impression que dans Bamamiti, on voit cette notion, c'est comme un peu un modèle Pemixat. C'est un genre de migo, quoi. Non. Ouais. Pourquoi on ne ferait pas une joie T7 là-dedans? On fera genre, puisque l'autre il dit qu'il est d'accord que le shtar il est valide, mais il n'est pas d'accord sur le remboursement. Il a dit qu'il a déjà remboursé. Pourquoi on ne lui ferait pas une joie? La joie, elle est dans le cas où le type il dit Lo ayud varim olam, je te dois rien et que c'est falsifié. Ok, s'il dit tout en bloc, ok, je comprends. Voilà, si Lo ayud varim olam, ce qu'on a dit Lo ayud varim olam. Dans un cas où là il lui dit pas ouais, on te dit que en réalité la joie c'est pour lui donner une émanoute, pour qu'on croit ses paroles. Maintenant, à partir du moment où il y a cette logique là de dire péché Assar ou péché Itir, c'est-à-dire que finalement c'est lui qui l'a rendu valable ce shtar là, et ben c'est lui qui te dit qu'il a remboursé.
Donc, c'est une Il a, logique qui va nous donner une émanoute un petit peu qui peut être l'équivalent qu'une joie pourrait nous donner comme mais émanoute. il l'a rendu valable parce qu'on l'a pas certifié. Exactement. Donc, c'est pas nécessaire de le certifier. Oh, d'accord, mais Alors, justement, alors c'est un justement, peu c'est ça l'histoire. quelque part, c'est un peu facile. C'est-à-dire, C'est un peu facile. J'emprunte de l'argent à un bonhomme. ouais. Je dis oui, oui, je t'ai déjà, effectivement, je l'ai bien emprunté, mais je t'ai déjà rendu. Alors le péché hasard, péché tir. Alors, mais si je trouve des témoins qui prouvent son péché hasard ou péché tir, il sert à rien. C'est parce que j'ai pas eu le temps encore de faire Exactement, t'as certifier. raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est que si j'avais des témoins et que j'ai pas besoin de son péché à ça, et ben effectivement, on va pas le croire. T'as raison. Oui, d'accord, mais ça veut On dire le que le croit, type, c'est quand le shtar, le il type, n'a pas s'il est été malin, mékouyam. s'il est Si le malin, shtar, il a été mékouyam de par ailleurs, c'est-à-dire que si des témoins, avant que lui il vienne dire j'ai payé, je suis d'accord, j'ai payé, et qu'il y a des témoins qui viennent déjà certifier le shtar et que le shtar est déjà certifié de par lui-même, effectivement, j'ai pas besoin des paroles de se lever péché pour dire hasard, que ce péché tir. shtar-là. Et donc là, il n'y a pas de péché à faire, péché à tir. Maintenant, quel est le rapport avec notre histoire à nous? Quel est le rapport avec notre histoire à nous? Alors maintenant, l'Agma, elle te dit, c'est peut-être ça la marloquette. Elle veut essayer de proposer de dire ce qu'il veut dire Abaye, c'est que ça la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. C'est que, en réalité, est-ce que Modé Bishtar Shekadvot tsarich les kaimo ou pas? Est-ce que quelqu'un, quand le Lové vient, il dit je suis d'accord que ce shtar-là, je le dois, cet argent-là, est-ce qu'on a besoin en plus d'apporter des témoins ou pas? Et d'être Mekayem Oto. Si on a besoin d'être Mekayem Oto, alors il n'y a pas le péché à faire ou péché Itir. Donc la personne n'est pas Neheman. Le Lové n'est pas cru. Puisque normalement, on va être Mekayem autour de ce shtar-là. Donc lui, c'est pas seulement sa parole-là qui rend la validité de ce shtar-là, puisque j'ai quand même besoin de le certifier avec des témoins. Tandis que si tu me dis que l'autre sarich les kaimo, bah finalement, c'est lui qui a donné de la validité à ce shtar-là, et donc on le croit quand il dit qu'il a payé. Maintenant, quel est le rapport avec nous? Regardez la comment elle dit les choses. Tanakama Savar, Tanakama lui il pense, Tanakama qui a dit que ce shtar-là, il vaut plus rien. Alors, il pense que Modé Bishtar Shekadvo, Tsarich le Kaimo. Il faut être Mekayem Oto. Ça veut dire quoi? Il faut être Mekayem Oto. Ça veut dire que en réalité, il a besoin d'être certifié malgré le fait que tout le monde est d'accord que ce shtar est valide. Donc, à partir du moment où il a besoin d'être certifié, donc finalement, dès que le lové il va dire qu'il a remboursé, ben finalement, à partir du moment où il va dire qu'il a remboursé, Mechila, donc s'il dit qu'il a remboursé, donc vu que l'autre tsarich les kaimo, encore une fois, non, là on a d'après quel avis? Tsarich les kaimo, Mechila, tsarich les kaimo. Il faut être mekayemoto. Donc s'il faut être mekayemoto, donc je regarde en Rashi, j'ai perdu le fil un petit peu, Mechila. Modé bishtar shekadvo, lové modé shekadvo, tsarich les kaimo, lomar lo parati. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être Mekayem le shtar. Ça veut dire qu'en réalité, tant qu'on n'a pas été Mekayem le shtar, ce shtar-là, il n'est pas valable. Maintenant, demain, comment je vais shtar lové d'amak taftiv. Lovenami akamar parati. Yapé shata ou apé shitir. Et comme j'ai pas, comment Shema parati, pas tour de l'autre chlev, rabbi de savoir, el ser le kaimo. Ah voilà, Mechila, j'ai juste besoin d'être plus clair sur l'histoire. En réalité, voilà, à partir du moment où tu dis que ce shtar-là, il y a besoin d'être Mekayem Oto, ça veut dire que même si on est d'accord que ce shtar-là, il est écrit et que finalement, moi, je te devais de l'argent, malgré tout, on a besoin, le lové, il a besoin de dire que ce shtar-là, il est valable et qu'effectivement, je te dois l'argent. Ça règle les kaimo, c'est-à-dire qu'il faut le certifier et lui redonner une valeur. C'est-à-dire que tant que le lové, il n'a pas dit je te le dois encore l'argent, et bien ce shtar-là, il n'est pas valable. Ça veut dire que quand le lové vient et dit c'est vrai que à la date qui est marquée sur le shtar, je te devais de l'argent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle modé bishtar chez Kadvo. On a été d'accord que ce shtar-là, il est valable, il a été valable au moment où il a été écrit, c'est vrai, je te devais de l'argent. Maintenant, après, ça ne suffit pas. Il faut quand même que Tsarik les Kaimo, il faut quand même, pour lui donner une valeur, rajouter une certification. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas cette certification-là, et si jamais il n'y a pas de témoins qui ont validé ce shtar-là, dans ce shtar-là, le malvé ne peut pas l'utiliser. Pour que le malvé puisse l'utiliser, il faut qu'en plus du commun accord que ce shtar, qui a donné de la validité à ce shtar-là, il faut que lui rapporte des témoins. Tant qu'il n'y a pas de témoins, ben l'autre il est cru, il a son péché à Sarou, à péché Itir, puisque c'est lui qui a dit que ce shtar-là il est valable.
Donc, c'est grâce à lui que ce shtar-là, il est valable. Donc, quand il vient, il te dit qu'il l'a remboursé, eh ben, il est cru. Donc, ce shtar-là, il ne pourra être utilisé par le malvé que dans le cas où le lové lui dit, non, je ne t'ai pas encore remboursé. Si le lové, il lui dit, je t'ai déjà remboursé, ce shtar-là, il n'a pas de valeur. Maintenant, alors, ça, c'est ce qu'il pense Tanakama. Et Rabbi, alors, ça veut dire quoi? Et donc, ce shtar-là, vu qu'il n'a pas de valeur, donc c'est pour ça que si tu sors avec, si tu as fait une otsa avec ce shtar-là, et ben c'est pour ça que t'es pas chayav. Donc nous, à la base, on essaie d'expliquer quoi? Nous, on est dans la problématique par rapport à Shabbat. Si jamais le malvé, il vient, il veut faire otsa de ce shtar-là, est-ce que c'est un shtar qui vaut quelque chose ou c'est un shtar qui vaut rien? Donc on te dit que ce shtar-là, il vaut rien. Pourquoi ce shtar-là, il vaut rien? Parce que si ce shtar-là, il n'a pas été certifié par des témoins, ben c'est mort. Et là comme j'explique les Mefarshim, qu'on parle ici d'un cas où c'est impossible de trouver des édim qui vont le certifier ce shtar. Par exemple, les édim, ils sont morts, personne ne connaît leur signature, et c'est-à-dire que c'est gris et c'est mort. Il ne peut plus rien faire avec ce shtar-là. À partir du moment où il ne peut plus rien faire avec ce shtar-là, et que le fait que le lové, il n'est pas d'accord que ce shtar-là est encore valable, c'est parce qu'il considère qu'il a déjà remboursé. Donc, ce shtar-là, il ne vaut plus rien. Donc, s'il ne vaut plus rien, donc c'est pour ça que celui qui fait au-delà de ce shtar-là, il est pas tôt. Ça, c'est ce qu'il pense Tanakama. Donc, encore une fois, Tanakama, il pense que Modé Bishtar chez Kadvo, ça avec les Kaimo. Il faut un Kiyum. Et donc, le malvé ne peut pas l'encaisser si jamais il n'a pas de Kiyum. Et donc, vu qu'il n'a pas réussi à le certifier avec des témoins là, ce shtar-là, il vaut rien. Il ne pourra jamais récupérer d'argent avec. Donc, ce shtar-là, si jamais il va le sortir, il n'est pas chayav. Tandis que d'après Rabbi Yehuda, lui, il pense, Rabbi Yehuda Sover, Modé Bishtar chez Kadvo, en tsarich le Kaimo. Celui qui est modé sur le shtar, qui a été, si les deux ils sont d'accord que ce shtar-là il a été écrit, ben, il n'y a pas besoin d'être Mekayem Oto. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas besoin d'être Mekayem Oto? C'est-à-dire qu'à partir du moment où le lové il a été d'accord que ce shtar-là, ce n'est pas un shtar qui est falsifié, ben, ce shtar-là il est valable. Et le malvé peut l'utiliser pour récupérer son argent. Donc, donc finalement, ce shtar-là il a une utilité. Maintenant, la Gemara, elle donne une précision. Elle dit que d'après cette explication-là de Abaye, il faut expliquer la Braïta un petit peu différemment de ce qu'on avait compris jusqu'à maintenant. Puisque jusqu'à maintenant, on avait expliqué la Braïta que quand il y a marqué parati, vélo parati, comment il y a marqué imu paroi ou imulo paroi, ça ne veut pas dire qu'il est payé ou qu'il n'est pas payé. Parce que quoi qu'il arrive, on parle d'un shtar ici qui n'a pas encore été remboursé. Mais c'est quoi Mai Achelo Perao ou Miché Perao? C'est quoi le pshat quand on a dit Achelo Perao ou Miché Perao? Alors, elle explique avec moi, elle te dit Achiomar alove parati, velo parati. C'est que ça dépend si le lové, il dit qu'il a remboursé ou le lové, il dit qu'il n'a pas remboursé. Et donc là, la marloquette qui est entre Rabbi Yehuda et Tanakama, elle est dans le cas où Miché Perao, ça veut dire dans le cas où le lové, il dit qu'il a déjà remboursé. Donc d'après Tanakama, à partir du moment où le lové, il dit qu'il a remboursé, donc ce shtar-là, il ne vaut plus rien. Puisque lui dit Modé Bishtar chez Kadvo, ça reste les Kaimo. Donc tu ne peux plus rien faire avec un shtar comme ça. Un shtar où le lové il te dit qu'il a déjà remboursé, tu ne peux plus rien faire. Tu aurais dû trouver des témoins. Et vu que tu es dans l'impossibilité de trouver des témoins, donc ce shtar-là, il n'a aucune valeur. Et Rabbi Yehuda, il pense que Modé Bishtar chez Kadvo, l'autre, ça reste les Kaimo. Donc ce shtar-là, le malvé, il peut l'utiliser. À partir du moment où ce shtar-là, tout le monde est d'accord qu'il n'est pas falsifié, donc le malvé peut l'utiliser. Et donc c'est pour ça que ce shtar-là, il a une valeur. Et il a une valeur même par rapport à Shabbat. Et celui qui va, si jamais le malvé va le sortir pendant Shabbat, eh ben, ils seront chayav. Très bien. Voilà, ça c'est ce qu'il a dit à Abaye. C'était un point un petit peu compliqué. Donc ça a pris du temps pour l'expliquer. Maintenant, la Gemara continue. Et elle donne d'autres explications. Rava Amar, découlé Alma, Modé Bishtar chez Kadvo, Tsarich le Kaimo. D'après tout le monde, un shtar, il faut qu'il y ait un kiyum. Donc, c'est pas ça le pshat. Donc, lui, d'après lui, il te dit, Rava, c'est pas ça la discussion entre Rabbi Yehuda et Tanakama, et de changer le pshat de Miché Paro, c'est-à-dire que Achiyomar Alove Parati, etc. Toute cette, un petit peu ce dohak qu'il a fait à Baye, Rava, il n'aime pas ça. Il dit que moi, je pense que Modé Bishtar chez Kadvo, Tsarich le Kaimo. Alors, c'est quoi la marloquette ici? Vehacha bekotvim shovar kamiflege. Ici, la discussion, elle est, est-ce que le lové peut obliger le malvé à lui écrire un shovar? Enfin, ou non, plutôt l'inverse. Est-ce que le malvé, lui, il peut ne pas donner le shtar? C'est-à-dire qu'en réalité, il peut écrire un reçu. Ça veut dire un shovar, ça veut dire un reçu. Ça veut dire que, imaginons, Reuven, il a remboursé sa dette qu'il avait auprès de Shimon.
Alors, est-ce que Shimon, il est obligé de rendre le shtar ou il peut se suffire d'écrire un reçu que voilà, j'ai bien reçu que le remboursement de la dette. Alors, ça veut dire quoi? Alors que, d'après Tanakama, il pense que Kotvim Shovar, le malvé, il peut forcer le lové à recevoir un shovar de sa part et donc, donc il n'est pas obligé de donner le shtar. Donc, ça veut dire que finalement, à partir du moment où il peut donner un shovar et il n'est pas obligé de donner le shtar, donc finalement, ce shtar-là, donc finalement, le shtar, il n'est pas nécessaire, tu n'es pas obligé de le rendre, tu n'es pas obligé de le rendre à l'autre. Il ne peut pas le garder pour lui, parce que comme on a dit, on n'a pas le droit de garder un shtar qui est paroi, il ne peut pas le garder pour lui. Mais il n'est pas obligé de le rendre au lové, parce qu'il peut lui écrire un shovar. Il peut dire, tu sais quoi, ne me prends pas la tête, le shtar, je ne suis pas obligé de te le rendre, le shtar, je vais m'arranger moi pour le déchirer, t'inquiète pas, je ne vais pas le garder, je sais qu'on n'a pas le droit de garder un shtar une fois qu'il est remboursé, mais je t'écris un shovar. Donc celui qui pense que je peux écrire un shovar et je peux imposer au lové de lui rendre, à la place de lui rendre son shtar, de lui rendre un shovar, c'est comme un petit pétec, comme quoi il m'a remboursé. Donc finalement, ce shtar-là, il n'a plus aucune valeur, puisque le garder, je ne peux pas le garder, et je ne suis pas obligé non plus de le rendre, je ne dois pas non plus le garder pour le rendre au lové. Donc finalement, le shtar, il n'a aucune valeur, donc c'est pour ça que d'après Tanakama, celui qui le sort, il n'est pas tour. Et d'après Rabbi Yehuda Savar, en kotvin shovar, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'imposer au lové de recevoir un reçu au lieu du shtar. Pourquoi? Parce que de recevoir un reçu, ça obligerait le lové à conserver ses reçus. Parce que c'est quoi l'intérêt du reçu? C'est qu'à partir du moment où le malvé a donné au lové un reçu, ben ce reçu-là, c'est quelque chose qui va prouver qu'il a remboursé. Si jamais le malvé un jour il a quand même conservé le shtar et il vient et il veut dire voilà, rembourse-moi l'argent de ce shtar-là, ben, il lui montre le reçu, voilà, je t'ai déjà payé. Donc finalement, ça oblige le lové à conserver un papier en plus. Et ça, c'est compliqué pour le lové. Le lové, il n'est pas intéressé. Donc d'après Rabbi Yehuda, en kotvim shovar. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcer le lové à recevoir un shovar. Et à partir du moment où on ne peut pas forcer le lové à recevoir un shovar, ben finalement, le lové peut obliger le malvé à lui rendre son shtar. Donc ce shtar-là, finalement, vu que le malvé, il doit à tout prix rendre le shtar, donc ça veut dire que ce shtar-là, il est encore nécessaire dans la transaction, puisqu'il a besoin le malvé de le rendre au lové. Donc c'est dans ce sens-là qu'il a une importance, ce shtar. Ça, c'est l'explication de Rava. D'accord? Donc c'est la troisième explication. Autre explication maintenant, ce que l'Agma elle rapporte, l'explication de Ravashi, c'est une explication qui est plus simple, qui est de se dire que Ravashi Amar, מפני שצריך להראות לבעל חוב שני דאמר לי, חזה גברה דפרעה ענה. Pourquoi ce shtar-là, il est nécessaire d'après Rabbi Yehuda et pourquoi ce shtar-là, il a encore une valeur? Parce que c'est vrai que ce shtar-là, il a déjà été remboursé et qu'une fois qu'il a été remboursé, a priori, ça ne sert à rien. Mais Rabbi Yehuda, il considère que la personne, le lové, il est quand même intéressé de garder le shtar, même si c'est vrai qu'il y a peut-être un risque qu'il va le perdre et que le malvé il va le retrouver, il risque de lui reprendre de l'argent encore une deuxième fois. Mais la personne, elle est prête à prendre ce risque-là parce que de montrer qu'elle rembourse ses dettes et que regarde, elle va montrer à un deuxième un deuxième malvé potentiel. Regarde, tu peux me faire confiance, tu peux me prêter de l'argent. Regarde, tu vois bien, il y a 2 mois, j'avais une dette et je l'ai remboursée. Donc le fait de garder ce shtar-là pour les montrer à des prêteurs à venir, ça donne de l'importance à ce shtar-là. Donc, c'est pour ça que même s'il a été remboursé, tu es chayav. Voilà ce que l'Agma nous dit ici. Alors, chez Tzarik Lotzio, les Aroto, les Balchov, Sheni, Damarle Chazé Gavra, des Parana. Regarde que je suis un homme qui rembourse mes dettes. Très bien. Maintenant, l'Agma continue. On avait dit dans la Mishnah que la taille de Otsa'a pour du cuir, pour du or, c'est de quoi faire une kamia. D'accord? Vous vous rappelez? On avait dit c'était de quoi faire la petite pochette de la kamia. Maintenant, l'Agma se pose la question. Alors, en réalité, la première question, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est surtout la suite qui va être une question. Amotzi, or, celui qui sort une peau donc une peau qui a été travaillée, qui a déjà été prête. Bekama, c'est quoi le chiour pour être chaya sur la otsa? Donc, ça, c'est comme on a dit dans la Mishnah. Amal lui a dit, c'est marqué dans la Mishnah, qu'elle est nan, qu'elle est la de kamia, de quoi faire une pochette de kamia. Alors maintenant, l'Agma, il lui a demandé encore, il lui a demandé Ame Abdo, donc je lis les crochets, Ame Abdo Bekama. C'est combien le chiour de celui qui va travailler une peau en la mettant dans le sel, etc., comme on avait vu.
c'est quoi le shiur de la peau pour être hayav de la melacha de Me'abed. Donc là, c'est plus la melacha de Otsa. La melacha de Moabed, de Me'abed, de travailler une peau. Alors, Marli lui a dit, le shena, c'est exactement la même chose. Le shiur, il est identique au shiur de Otsa, à savoir de quoi faire une kamia. Après, autre question qu'il lui a demandé. Maintenant, les abdo, c'est-à-dire c'est celui qui sort une peau, mais pour l'emmener à l'endroit où on va la travailler. Mais il n'a pas encore travaillé la peau. Bekama, quel est le shiur? C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas une peau qui est déjà prête et qui peut déjà être utilisée pour faire une kamia, mais c'est une peau que je vais emmener à l'usine pour qu'on me la prépare et pour que je fasse une kamia. Alors, quel est le shiur de cette peau-là? Est-ce qu'on va dire que quand tu es au début du processus, finalement, peut-être que le shiur va être différent que le shiur de la kamia? L'agma lui a dit non, l'oshena, il n'y a pas de différence. À Marley, l'oshena. Maintenant, Rav Nachman, il va apporter une preuve à ce qu'il a dit. Ou mena timra. D'où j'ai appris cette chose-là, que quelque chose qui n'est pas encore travaillé, et ben finalement, il aura le même shiur qu'une peau qui est travaillée. Parce que nous, on a dit le shiur de kamia, on l'a dit pour une peau qui est déjà travaillée, qui est déjà utilisée en tant que cuir et qui est déjà, qui est déjà prête. Là, dans ce cas-là, on a dit que le shiur, c'était qu'il a cette kamia. Maintenant, d'où je sais que une peau, même si elle n'est pas encore prête, et ben, je vais quand même aller selon l'importance qu'elle aura quand elle sera prête. Alors, il a apporté une preuve d'une Mishnah. Une Mishnah plus loin. Il a marqué dans la Mishnah Amelaben. Amelaben, c'est celui qui lave un vêtement, qui lave de la laine. Amenapetz. Menapetz, on a dit que c'est celui qui peignait pour séparer bien pour bien séparer les fils de laine de cette pelote de laine là. Veatsovea est celui qui va colorier. Vetove est celui qui va faire des fils. Shiuro, Kimlo, Rochav, Asit, Kaful. La mesure de laine qui est nécessaire pour toutes ces étapes-là, c'est Kimlo, Rochav, Asit, Kaful. Alors Asit, il est marqué dans Rashi, c'est l'espace qu'il y a entre le Etzba et la Hama. L'espace entre le Etzba et la Hama, cet espace-là, c'est ce qu'on appelle Kimlo Asit. Kimlo Asit, Kaful, ça veut dire le double de cette taille-là. Donc ça plus ça, quoi, 2 fois. D'accord? Maintenant, ça, c'est la taille de la laine qui est nécessaire pour ces mélachot-là. Il y a marqué aussi Vea Oreg, et celui qui tisse des fils. C'est aussi la même mesure. Kimlo Rochav Asit Kaful. Alors maintenant, on nous dit ici, Alma, on voit que Kevan de Litvia Kae, Shiwa Ketavoui, Achanami, Kevan de Abdo Kae, Shiwo Kemeubad. Donc en réalité, on voit dans cette Mishnah-là que même déjà, depuis la première étape, au moment où tu vas faire le niput de la laine, au moment où tu vas faire même la première étape qui était le lavage de la laine, même si la laine elle n'était pas encore du tout prête, et bien quand même on va regarder la mesure qui est la mesure d'importance que la laine elle aura une fois qu'elle sera prête. Donc c'est pour ça que dans la peau, nous dit Rav Nachman, je te prouve bien de là, que dans la peau, même si en réalité elle est pas encore me'oubad, elle n'est pas encore préparée. Et ben finalement, le shiur qui va lui donner de l'importance, c'est le shiur tel qui sera important au moment où il sera déjà tout prêt. Très bien. Alors la Gemara continue, elle te dit Veshello le abdo Achamim qui vendait abdo kae shiur qui me'oubad. Alors il a demandé une autre question, il lui a dit maintenant Veshello le abdo. Si jamais lui là c'est une peau qui n'est pas me'oubad, mais qui n'est pas réservée du tout à être travaillée. Alors là, on a parlé d'une peau qui finalement allait être travaillée et allait être préparée pour en faire du cuir et pour en faire éventuellement peut-être des petites pochettes de kamia. Donc là, tu m'as dit que depuis le départ, son shiur de la Hotzaha, c'est le shiur de kamia. Mais une peau qui n'est pas destinée à être me'oubedet, qui n'est pas destinée à être travaillée. Quel est son shiur? On dit la Gemara. Veshelo le abdo bekama, amarle loshena. Il lui a dit qu'il n'y a pas de différence et que finalement le shiur il sera toujours le même qu'Edé la sot kamia. Ça restera le même shiur. Maintenant la Gemara elle te dit veloshan. Ravaï pose la question. Il dit veloshane ben me'ubad chez Eno me'ubad. Comment tu peux me dire qu'il n'y a pas de différence entre me'ubad et chez Eno me'ubad? Et Tiv il lui a demandé, pourtant il est marqué dans une braïta. Amotzi samanim shruin kedelizboa baen dugma leira.
ואילו בסימנים שאינם שחויים, תנן קליפי גוזין וקליפי רימונים, סטיס ופואה, כדי לצבוע בהם בגד קטן לפי זבחה. Donc il lui a dit, je ne comprends pas. Pourtant, il y a marqué dans une braïta, enfin, il y a une braïta, une Mishnah ici, que celui qui fait otsa de semanim, donc c'est-à-dire des graines de couleur, qui sont déjà trempées dans de l'eau. Quelle est la quantité de couleur qui est nécessaire pour que dire que c'est une quantité de couleur importante sur lequel il y aura un chiouf si jamais je vais la sortir? On te dit que c'est le chiouf de Kedeliz Boabem Dougma Leira. Alors, de quoi colorier un échantillon? Alors, c'est quoi la taille d'un échantillon? On te dit que c'est les ira. Les ira, en réalité, Rachid explique que c'est lorsqu'on faisait le métier à tisser, l'appareil de métier à tisser, il y avait la petite barrette dans laquelle on mettait la pelote. Et en fait, il y avait un petit fil qui dépassait. Et au moment où on faisait passer le fil comme ça, parmi le chéti, donc c'était le fil de Harev qui passait, qu'on jetait à droite et à gauche pour faire le tissage, et ben, il était dans un petit bâtonnet. Et la pelote était à l'intérieur. Donc, pour ne pas que la pelote elle sorte de ce petit bâtonnet, on bouchait le petit bâton avec un petit bouchon. Et ce petit bouchon-là, on appelle ça le ira. Donc, c'était un petit truc qui avait une petite, la taille peut-être d'une petite pièce ou même pas. Donc là, on te dit que c'est ça la taille d'un échantillon. C'est la ira. Le ira. Alors maintenant, on nous dit la Gemara, elle te dit, ça c'est la taille du tseva qui est déjà préparé, qui est déjà charoui bemaim. Maintenant, veilou besemanim sheenam shrouin. Maintenant, si c'est pour les simanim qui ne sont pas encore trempés, là-bas dans le chiour, c'est pas le même, puisqu'il y a marqué quoi? Il y a marqué que tnan, clipé gozim, clipé rimoni, donc les écorces de égoz, et les écorces de rimon, donc de grenade. Stis, donc c'est un genre de colorant aussi, c'est une herbe qui donnait un colorant, qui donnait un colorant de couleur bleue apparemment. Ou pois, c'est quelque chose qui donnait un colorant de couleur adom. La taille de ces encens-là, de ces petites graines, pour dire qu'il y a un chiyuv de Otsaha, c'est Kedel Lisboa Ben Beged Katan Episbacha. De quoi colorier un petit beged, les fils Zvacha, c'est-à-dire un beged Katan qu'on mettait sur la Zvacha. Alors la Zvacha, c'est la petite coiffe qu'on mettait sur la tête de la femme. Et il y avait un petit beged qu'on accrochait dessus. On avait dit que des fois on mettait des petites broches, des fois on mettait des petits fils, des fois on mettait des petits trucs. Donc de quoi mettre un petit beged, un petit bandeau sur la coiffe de la femme. Donc finalement, ce n'est pas du tout le même chiour que le petit rond qu'on mettait pour boucher pour boucher le petit bâtonnet dans lequel on mettait la pelote. Donc Agma a dit, a priori, d'après la logique que tu m'as dit toi, ça devrait être la même chose. Puisque tu me dis qu'à partir du moment où il a un chiour qui est katan quand il sera prêt, c'est-à-dire qu'il sera déjà important même en petite quantité, une fois qu'il sera déjà préparé, bah, on doit rendre chayav déjà, même depuis le départ avec cette petite quantité. Donc normalement, on devrait dire que ces petites graines de couleur là, on soit chayav même avec une petite quantité. L'Agma, elle te dit que Ha'itmarala, sur ça, l'Agma répond, elle te dit que sur ça, il y a déjà une réponse qui a été donnée. Les fiches en Adam Toreach Lishrot Smanim Lisboa Ben Dougma Leira. En réalité, on te dit qu'il y a une différence entre. Il y a certaines matières, certains matériaux, où il y a une différence entre avant qu'ils soient travaillés, avant qu'ils soient préparés et après qu'ils soient préparés. Parce que, par exemple, dans le cas de la couleur ici, c'est une fois que tu as de la couleur qui est déjà prête, et ben même une petite quantité, elle va avoir de l'importance parce que tu vas pouvoir l'utiliser pour colorier les petits échantillons, comme on a dit. Mais par contre, quand tu vas venir à préparer de la couleur, eh ben tu vas pas la préparer en toute petite quantité pour colorier un échantillon. Tu vas préparer des grandes quantités de couleurs. Donc c'est pour ça que quand ce n'est pas encore préparé, pour que ce soit important, il faut qu'il y ait une grande quantité de graines pour pouvoir préparer une grande quantité de couleurs. Mais une fois que la couleur elle est déjà préparée, là on va dire qu'à partir du moment où la couleur est déjà préparée, des fois tu vas l'utiliser pour colorier un échantillon, bah même une petite quantité de couleurs, ce sera déjà important. Donc on fait la différence entre, dans certains produits, entre le moment où ce n'est pas encore préparé et le moment où c'est déjà prêt. Parce qu'au moment où ce n'est pas encore préparé, bah finalement, ce ne sera important qu'une quantité que les gens en général utilisent pour une préparation. Et vu que pour les préparations de couleurs ici en l'occurrence, eh ben on utilise des grandes quantités, donc c'est pour ça que ce sera seulement une grande quantité sur laquelle on sera chayav. La Gemara elle te dit
Alors, il pose une autre question. Il demande Ve'are zer'onegina, les graines qu'on plante dans le jardin. Des mikam et des zar'inu, avant qu'on les ait semées, il y a marqué que Tnan, il y a marqué dans une Mishnah, qu'on verra plus loin, Bezrat Hashem, il y a marqué que zir'onegina, pachot mikagogeret. Le sirop des petites graines de Guina, c'est, d'après Tanakama, c'est moins qu'un grogeret. Bon, mais c'est quand même une quantité, quand même. C'est quand même une petite poignée de graines. Et Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Khamisha. Rabbi Yehuda ben Betera lui te dit 5. C'est 5 graines la quantité. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut quand même plusieurs graines pour que ce soit Chayav. Maintenant, Veilou Batar des Arinou, pourtant, après, une fois que tu les as semés et que ça a donné une plante, là, il y a marqué que le shiur, il est Tnan. On verra juste après, ça c'est le DAF plus loin, qu'il y a marqué que Zevel Vechol Hadak, Kedelizabel Bokela Chechachel Krouv, d'Ivri Rabbi Akiva, Vechachamim Omrim, Kedelizabel Krisha. Il y a marqué que c'est quoi la quantité d'engrais ou de sable fin sur lequel on va être Hayav. C'est une quantité de quoi l'utiliser en tant qu'engrais pour une tige de Krouv, alors de Krouv de chou, d'après Rabbi Akiva, ou d'après Chachamim, pour le mettre en engrais au krisha, faire un genre de légumes. D'accord? Karchinim. Donc tu vois bien que finalement, l'important, c'est même une seule tige. Alors qu'au départ, tu m'avais dit avant que tu les sommets, soit il en faut 5, soit il en faut une poignée d'un gros guéret. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre avant que ça ait poussé et après que ça ait poussé. On ne va pas dire que puisque la graine, plus tard, elle va te donner un crouve, bah finalement, chaque graine, elle a son importance. On ne dit pas ça. On dit que non, quand tu fais une autre ça au stade de graines, et ben, il faut que tu sortes 5 graines. Alors, comment elle te dit, là aussi, il y a la même explication. C'est la même explication que ce qu'on avait donné juste avant. Aït Marala, Marav Papa, Ha Dezria, Ha Delozria. Ça dépend si c'est déjà semé ou pas semé. Pourquoi? Parce que les fiches en Adam Toreach Leotsin Nima Achat Lezria. Un homme, il ne sort pas une Nima. Alors, Nima, c'est une graine, ici, là, je t'explique. Un homme ne va pas sortir une graine pour la planter. Quand il va en planter plusieurs, il ne va pas en planter qu'une seule. Donc, c'est pour ça qu'une seule, ce n'est pas considéré comme étant important. Par contre, une fois que ça a poussé, chaque tige, elle aura son importance. Autre question qu'il lui demande par rapport au titre. Alors, le titre, on l'avait déjà vu, c'était dans le DAF d'hier, on avait parlé de ça. C'est que la boue, on avait dit que la boue, des mikam et des ligbélé, avant de la pétrir et d'en faire déjà de l'argile, il y a marqué que Tanya, Modim Chachamim Rabbi Shimon, Bemoti Shofrim Nefustarabim, Sheshuran Berevit. Il y a marqué que les eaux usées, leur chiour, c'est quoi? C'est le chiour d'un révit. On a dit que pourquoi les eaux usées, leur chiour, c'est un révit. En quoi elles sont utilisables? Vinanba, on s'était posé la question, Shofrin, les maïchadek, qu'est-ce qu'on peut faire avec des eaux usées? Et là, on avait répondu dans la Gemara, on avait dit, la Marabirmia, les gabel bainetatit, c'est quelque chose qui est utilisé pour pétrir de la terre. Alors, on te dit, ça c'est le chiour, une fois que, enfin, avant même que tu aies pétri, on te dit que le chiour, la quantité importante, c'est ce qui est utilisé avec un révit d'eau. D'accord. Par contre, une fois que la terre a été pétrie, il y a marqué quoi? Velou batar de des gablés. Après, une fois que la terre a été pétrie, il y a marqué quoi? Tania. Tit, kedela sotbaen picour. Il y a marqué que le tit, un morceau de terre, d'argile comme ça, qui est déjà préparé. C'est quoi son chiour pour la Hotsa? C'est de quoi boucher le petit trou qu'il y a dans le petit tanour dans lequel on faisait l'orfèvrerie, etc. Où on rentrait le mapouar, qu'on appelait ça déjà le souffleur, le bec souffleur. Donc c'est de quoi boucher ce petit trou-là. Donc c'est vraiment une toute petite quantité. Donc tu vois bien qu'il y a une différence ici entre la terre avant qu'elle soit prête, au moment où on va la fabriquer, et la terre une fois qu'elle est déjà prête. On m'a dit aussi c'est la même réponse. Atam Namik et Damran, là-bas on avait déjà donné cette réponse-là dans le DAF d'avant. Les fiches et En Adam Toreach Ligabel et Tatit, la Sod Bo Picour. Un homme ne va pas se fatiguer à labourer, à pétrir de la terre juste pour une toute petite quantité. Si jamais tu pétris de la terre au départ, tu en fais une grosse quantité. Une plus grosse quantité, en tout cas, la quantité, comme on a dit, d'utiliser avec un révit d'eau. Mais par contre, quand tu as de la terre qui est déjà prête, ben oui, c'est possible que même un tout petit morceau de terre, il a déjà son importance puisqu'il est déjà utilisé pour boucher ce petit trou-là dans lequel on faisait rentrer le bec souffleur. Très bien. Maintenant, la Gemara continue. Tashma. Damar Abichia Barami Misheme Deula. Shlosha Orot Hen. Autre chose.
Maintenant, on te dit autre chose. Il y a marqué ici qu'il y a 3 types de peau. Enfin, on va voir que c'est la même idée. Hein. C'est toujours une preuve à la même, à la même problématique, à savoir, est-ce qu'on fait une différence entre, est-ce qu'on va donner le chiour pour quelque chose avant qu'il soit préparé, en se basant sur l'importance qu'il aura une fois qu'il est préparé. C'est ça la problématique ici. Et là, on voit dans une braïta hein, par rapport aux peaux, par rapport aux peaux quand elles sont travaillées, les peaux. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs façons de travailler une peau. Il y a ce qu'on appelle 3 types de peaux. Il y a matza, ripa et diphtéra. Matza, ripa et diphtéra. L'agma va expliquer c'est quoi ces 3 types de peaux-là. Matza, c'est comme son nom l'indique, l'agma dit kemashmao. Ça veut dire quoi? C'est comme de la massa. Dans la massa, il n'y a rien. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de truc. La massa, c'est de l'eau, de la farine, il n'y a rien d'autre. D'accord? Massa, c'est une peau sur laquelle tu n'as rien fait. Des lots maliar ou des lots camillard ou des lots afit. C'est-à-dire que tu n'as ni travaillé la peau avec du sel, ni travaillé la peau avec de la farine, puisqu'on mettait aussi de la farine et de l'eau pour travailler la peau. Et des lots afit, tu ne l'as pas mis aussi dans des apatsim. C'est-à-dire qu'on mettait la peau dans des apatsim. Alors, les apatsim, alors, on traduit que c'est des noix de Galles, mais j'ai l'impression que c'est une genre de plante, quoi. En tout cas, voilà, donc c'était quelque chose qui était utilisé pour travailler la peau. Donc, le matza, c'est l'état de peau où tu n'as rien fait dessus. C'est la peau à l'état pur, quoi, qui n'a encore eu aucun tikkun. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Vekama shiuro, c'est quoi le shiur de cette peau-là? À partir de quand elle sera considérée comme une peau pour dire que celui qui va sortir cette peau-là, il est chayav. Alors, nous dit la Gemara, Tane Rav Shmuel Barav Yehuda, Kede Latsur Bo Mishkolet Ktana. De quoi envelopper un poids? Alors, c'est les poids qui étaient dans les balances. D'accord? Tu les enveloppais pour ne pas qu'ils s'abîment, parce que des fois, ils pouvaient perdre un petit peu de leur poids, justement. Et donc, ça pouvait poser des problèmes de gazelle. Donc, tu les enveloppais pour qu'ils ne s'abîment pas et qu'ils ne perdent pas de leur qualité. Alors, c'est quoi la quantité de ça? C'est quoi la quantité de cette peau-là? C'est de quoi recouvrir le plus petit des poids. Vekama, quel poids un poids c'est la différence. Tu vas recouvrir un poids qui fait 1 kg ou un poids qui fait 2 grammes. Alors, on te dit, c'est quoi le poids? C'est le poids de Riva des Pumpedita. C'est le poids d'un quart de litre de Pumpedita, un quart de litre de Pumpedita. Alors, il y en a qui disent que c'est l'équivalent d'un Revitalogue. Comme ça va rapporter mes farchis. Il y a un Rashi dans Hérouvine qui dit que l'itra, c'est le log. Bon, il y a une marque sur ça dans les Rishonim, mais disons, on va dire pour être plus facile, le Revit à log, donc c'est notre fameux Revit, donc, qui peut être aussi traduit en poids. Donc, ça, de quoi recouvrir ce Revit-là, c'est la taille de la peau quand elle est en état de matzah. Maintenant, après, on te dit, et l'autre type de peau, c'est ripa. Alors, c'est quoi ripa? C'est une peau qui est maliar, qui a été salée, donc qui a déjà commencé un petit peu à être travaillée. Mais par contre, vélo camillard, vélo apit, elle n'a pas les 2 autres étapes. Elle n'a pas été mangée avec de la farine et avec des afatsim. Alors, c'est quoi le chiot de cette peau-là cette fois-ci? Vekama shiur, ça c'est le chiot de notre Mishnah, qui est déjà sorte camilla. De quoi faire une camilla? Donc, il y a un chiour qui est plus petit que le chiour qu'on avait vu pour envelopper le chiour d'une mishkolette, d'un poids. Ça, c'est pour le ripa. Donc là, on va voir, déjà il y a un petit problème là, puisqu'on voit que tu fais une différence entre la taille d'une peau avant qu'elle ait été travaillée, alors que tu m'as dit qu'on se basait sur l'état de l'objet une fois qu'il est préparé. Donc déjà, on voit la question. Et la Gemara, elle continue avec le diphtéra. Le diphtéra, c'est la peau qui a été travaillée et avec le sel et avec la farine, mais qui n'a pas été travaillée avec les afatsim. Alors là, son shiur, c'est quoi comme un shiur? C'est de quoi écrire dessus un get. Alors, un get à la base, il n'y a pas besoin de faire toute une paracha. C'est juste un tel divorce un tel, c'est tout. C'est vraiment. Non, même pas. J'ai marqué Areat Muteret Lekol Adam. C'est juste ça le get. Le get, c'est juste d'écrire, de dire Areat Muteret Lekol Adam. Et Shema Baal et Aïcha, la date et les édim. Et voilà, tic-tac, ça peut se faire en une minute l'histoire. Maintenant, ce shiur-là, c'est un shiur qui est encore plus petit que le shiur de Kamia. D'accord? Maintenant, on va poser la question, elle continue la question. Elle dit Katanemi, elle m'enseigne ici que le shiur de la matzah, c'est Kede Latzor, Alpimishkolet Tana. Et Abaye, il a dit que c'est Riva des Pumpedita. C'est un grand shiur par rapport au shiurim qu'on a dit juste après de Kamia ou de quoi écrire le get. Donc, tu vois bien qu'on ne se base pas sur la peau, comment elle sera, une fois qu'elle sera
une fois qu'elle sera préparée. Réponse de la Gemara, Atam Bebishula. Là-bas, c'est différent, puisque là-bas, Bebishula, on parle d'une peau qui est Bebishula. C'est quoi Bebishula? C'est une peau qui n'a pas du tout été travaillée et qui est encore lard, qui est encore humide. Alors là, c'est pour ça que cette peau-là, tu ne peux pas du tout pour l'instant la travailler. C'est une peau qui est lard. Tout de suite, une fois qu'elle a été enlevée de la BMA, elle est encore mouillée un petit peu, elle est encore toute fraîche. On appelle ça Bébichoula. Et donc là, tu ne peux pas, pour l'instant, tu ne peux pas la travailler. Vu que pour l'instant, tu ne peux pas la travailler, c'est pour ça que tu ne vas pas calculer et référer son chiour à l'état de la peau une fois qu'elle est travaillée. Par contre, une peau qui est potentiellement travaillable, qui a déjà séché un petit peu, alors là, oui, tu pourras te référer au chiour une fois que elle sera déjà travaillée la peau. Voilà, moi, je continue à poser la question sur la Nachman. Elle dit pourtant, il y a marqué dans une Mishnah, c'est une Mishnah qu'on avait déjà vu plusieurs fois, une Mishnah dans Kelim, qui nous dit que Abeged, Shlosha al Shlosha. La taille d'un Beged, c'est par rapport à Touma de Midras. On avait vu, c'est que Shlosha Tfachim sur Shlosha Tfachim, c'est la taille d'un Beged pour pouvoir être métamé Midras. Donc, Midras, on avait dit, c'était la taille de quelque chose qui est fait pour être piétiné. Quelque chose sur lequel on peut s'asseoir, où on peut s'installer, et sur lequel le Zav il s'est assis, c'est Nitma Tumat Midras. D'accord? C'est-à-dire que même si jamais il y avait quelque chose qui séparait entre le Zav et cette chose-là, elle est Tmea Midras. Et c'est une Touma qui est très Hamoura, le Touma Midras, comme on avait expliqué, puisqu'on avait dit que c'était une Touma qui est Avatuma comme le Zav. D'accord? Maintenant, on te dit que les Begadim là pour avoir cette Touma Hamoura, le Beged, c'est pas Shalosh Etzbot, Al-Shalosh Etzbot, comme on avait dit pour les autres Tumot, qui sont des Tumot plus cales. Mais c'est là, cette fois-ci, c'est Shalosh Tfachim à Shalosh Tfachim. Et le sac, c'est Arba à l'Arba. Le or, le cuir, c'est Khamisha al Khamisha. Et Mapa, c'est Shisha al Shisha. Et Ben les Midras, Ben les Met. Et donc, ça a été dit que ce soit pour le Midras ou que ce soit pour la Tumat Met. Bon, sans rentrer dans cette donnée-là. Mais en tout cas, ce qui nous dérange, nous, c'est surtout ce que la Braïta continue sur cette Mishnah-là. Elle nous dit la Braïta, Vetane Allah, on enseigne sur cette Mishnah-là, dans une Braïta, que Abeged Ve'asak Ve'aor, que ce soit le tissu, que ce soit le sac, donc ce qui est fait à base de Izim, notre Sochel Izim, ou alors le cuir, qui est Shiur les Touma, Kar Hashiur les Inyanotsa, Kar Shiur les Inyanotsa, Leotsa. Le même shiur qu'il y a pour la Touma, c'est le même shiur qu'il y a pour la Otsa'a des Shabbat. C'est-à-dire que tu vois bien qu'une peau qui n'est pas travaillée, le shiur, il est Khamisha Tfachim, 5 sur 5 Tfachim. Et donc, on ne va pas aller prendre le shiur de quoi faire une kamia. Donc, tu vois bien que c'est faux ce que tu m'avais dit de dire qu'une peau, à partir du moment où elle peut être travaillée, on va aller comme le shiur de la kamia. Alors, on va te dire non, là-bas, on parle de quoi? On parle de Kourtoubola. Alors, Kourtoubla, c'est aussi une peau qui a subi une petite transformation, c'est-à-dire que c'est vrai qu'elle n'a pas été travaillée, mais pourquoi on a besoin de Khamisha Tfachim? Parce qu'on parle d'une peau qui a été cuite dans de l'eau bouillante, à tel point qu'elle a durci, et donc tu peux former avec un petit siège, et donc c'est pour ça que c'est du midras, parce que c'est quelque chose qui est potentiellement utilisable en tant que siège, et donc cette peau-là, en fait, finalement, elle ne pourra pas du tout être utilisée pour autre chose que ça. Donc c'est pour ça que son chiour, c'est la taille d'un siège, qui est Khamisha al-Khamisha Tfachim. Très bien. Donc là, c'était pour la peau. Maintenant, le klaf, on a dit dans la Mishnah, donc là, je suis pas toi Moudbet. Le klaf, c'est quoi le shiur du klaf? On avait dit dans la Mishnah, Kedirtov alaf parasha ktana. On avait dit que c'est écrit de la parasha ktana d'Etfilin, c'est-à-dire la parasha Shema Israël. Alors, moi, je pose la question. Alors là, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les différents types de klaf. OK. Dans les différents types de parchemins. L'agma, elle dit Urminu. Pourtant, il y a marqué que klaf, vedursus tous, kedir tovalav mezouza, que le chiour, donc entre le klaf, alors c'est quoi le klaf et le dursus tous? Dans une peau, lorsqu'on utilise une peau pour écrire dessus, que ce soit Sefer Torah, mezouza, tfilin, mezouza, tout ça, il y a différentes parties dans la peau. La peau, en réalité, a été divisée en deux. La peau entière, on appelle ça le gvil. Le gvil. La peau, on l'a divisée en deux. C'est-à-dire qu'on l'a coupée dans son épaisseur en deux. Il y avait la partie extérieure qui s'appelait le klaf et la partie intérieure qui s'appelait le dursus tous. Dursus tous. Maintenant, la partie dursus tous, normalement, on devait écrire, c'était caché d'écrire dessus
que sur la partie extérieure, c'est-à-dire la partie qui est plus vers du côté des poils. Donc, ce qu'on appelle Bimkom Sear. C'est à cet endroit-là qu'on écrivait. Tu prenais le Doursus tous, tu n'écrivais pas sur la partie qui était vers la chair, mais c'était la partie qui était Bimkom Sear. Tandis que le Klaf, tu n'écrivais pas sur la partie qui était du côté Bimkom Sear, mais la partie qui était du côté de Bimkom Bassar. C'est-à-dire la partie qui était plus à la jonction entre le Doursus tous et le Klaf. D'accord? Donc maintenant, la Gemara, elle va expliquer, elle nous dit. Comment, alors, elle nous dit que sur le lien du shiur du klaf, il y a marqué que le klaf et le doursus tous, qui est la partie intérieure de la peau de la BMA, c'est Kedelir Tov Alav Mezouza. C'est de quoi écrire dessus une Mezouza. Et Mezouza, finalement, c'est Parashat Shema et Parashat Vayam Shamoa. Donc, c'est plus grand que le klaf sur lequel on avait dit que de quoi écrire la Parashat Shema. Alors, on m'a dit non, quand on parle de Mezouza, Maï Mezouza, Mezouza chez Betfil. Mezouza, en fait, ça veut dire un petit parchemin. C'est un petit parchemin, la Mezouza. Et donc, un des parchemins, parmi les 4 parchemins qu'il y a dans le Tfilin chez le Roche. Effectivement, le plus petit, c'est la Parashat Shema. Donc, quand on disait Mezouza, là-bas, on ne voulait pas dire la Mezouza comme ce qu'on entend, on va entendre par mitzvah de Mezouza, le fameux parchemin de la Mezouza dans lequel il y a Shema et Vayam Shamoa. Mais Mezouza, on parle un des petits parchemins des Tfilin. Et donc, c'est-à-dire le parchemin sur lequel il y a écrit la Parashat Shema. La Gemara, elle continue, elle te dit Vekareleu la Tfilin Mezouza. Est-ce que c'est vrai que les Tfilin, on les appelle Mezouza? Il m'a dit oui, oui, je te le prouve, il y a marqué dans la Braïta, Vatania, Retsuot Tfilin Imat Tfilin, Metamot et Tayadaim, il y a marqué que les lanières de Tfilin, elles sont Metamot et Tayadaim. On sait très bien que les Kidve à Kodesh sont Metamot et Tayadaim. On te dit que même les Tfilin, les Retsuot Tfilin Imat Tfilin, ils sont Metamot et Tayadaim. Ça rend aussi impur la main, d'après cet avis-là en tout cas. On va voir qu'il y a un deuxième avis qui pense que ça ne rend pas impur les mains. C'est-à-dire que d'après cet avis-là, quelqu'un qui a touché des tefilines ou des lanières de tefilines, des retsuot shiba tefilines, et ben ses mains, elles sont témérotes, il ne peut pas manger, il ne peut plus toucher de trouma à l'époque, le Kohen. Retsuot tefilin, ima tefilin, metamot tayadaim. Et donc celui qui a touché les retsuot, il est metamet à trouma par son contact. Maintenant, mais par contre, si elles sont bifnées atzmam, si les retsuot ne sont pas attachées au tefilin, elles ne rendent pas impur les mains. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Mishum Rabbi Shimon, Anogia Beretsua, Taor, lui te dit, Rabbi Shimon ben Yehuda, te dit que non, les lanières, c'est pas impur. Par contre, celui qui touche Acheiga Baktsitsa, pour être impur, il faut avoir touché le boîtier du tefilin. Carrément, la Ktsitsa, c'est le baït du tefilin, dans lequel les tefilin sont à l'intérieur. Et Rabbi Zakaï te dit, Rabbi Zakaï Mishemo Omer, Tahor Acheiga Bamezouza Atzma, il faut toucher le parchemin lui-même. Donc on voit, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que le parchemin de Tefilin, il s'appelle Mezouza. Donc c'est pour ça que quand il y a marqué dans la Braïta Mezouza, qui dit Tovlav Mezouza, en réalité, ça fait référence à la paracha de Shema qu'il y a dans les Tefilin. Très bien, la Gemara pose la question, elle continue, elle te dit Véa, Midekatane Sefa, du fait qu'il y a marqué dans la Sefa de cette Braïta-là, comment tu peux m'expliquer, toi, et me dire que le Klaf et Vedur tout ce qui dit Tov Mezouza, ça veut dire Mezouza chez Betfilin. Pourtant, dans la Sefa, il y a marqué là-bas que Klaf, qui est dire Tov Alav Parashat Ktana chez Betfilin, chez Shema Israël, Miklal de Recha, Bemzouza Atzma Skinan. Puisque là-bas, on te dit que celui qui a sorti le Klaf, il y a marqué que son shiur, il est de quoi écrire la Parashat Ktana chez Betfilin, qui est Shema Israël. Donc ça veut dire que dans la Recha, quand on parlait de la Otsa, du Klaf et du Doursus tous, qui est le shiur de d'Ertov Mezuzot, on parle de la Mezouza elle-même, et on ne parle pas de la paracha de Tfilin. Donc finalement, il y a une question, il y a une tirée entre la Recha et la Sefa, parce que dans la Recha, tu m'as dit que le shiur du Klaf, c'est de quoi écrire une Mezouza, et dans la Sefa, tu m'as dit que le shiur du Klaf, c'est de quoi écrire Shema chez Tfilin. Donc, premièrement, je vois que quand tu veux parler du Shema chez Tfilin, tu n'appelles pas ça Mezouza, puisque tu l'as clairement appelé Shema chez Tfilin. Et j'ai aussi un autre problème, c'est que j'ai une contradiction entre la Recha et la Sefa. C'est que dans la Recha, tu m'as dit que le Klaf, c'est qu'il dit Tov Mezouza, donc Shema Vayam Shamoa. Et dans la Sefa, tu m'as dit Shema Shevet Tfilin. Donc c'est une contradiction. La Gemara, elle te dit Arikatane. En fait, il faut comprendre de la façon suivante que quand il y a marqué Klaf et Doursousous Shuran Bekama, alors quand on te dit Klaf et Doursousous, c'est quand on se pose la question quel est le shiur. Au départ, quand on te parle de Mezouza, on ne te parle que du Doursousous. Doursousous, qui est dire Alav Mezouza, parce qu'en réalité, c'est sur le Doursousous qu'on écrivait la paracha de Shema et de VM Shamoa, qui sont écrits sur la Mezouza, parce que la Doursousous, elle n'est pas cachère pour écrire dessus les tefilin. Tu ne peux pas écrire de tefilin
sur la partie qui est d'Ursus tous, d'après ce que l'Agma dit ici. Et le klaf, c'est Kedir Tovalav Parashak Tana Shebat Filin chez Shema Israël. Très bien. L'Agma continue, là maintenant elle va rentrer un petit peu dans le Inyan du klaf et du d'Ursus tous. Amar Rav, d'Ursus tous areu ke klaf. Rav, il te dit, le d'Ursus tous c'est comme le klaf. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? On va expliquer. Ma klaf kotvinalav tfilin, av d'Ursus tous kotvinalav tfilin. Donc il vient de contredire ce que je viens de dire à l'instant. C'est que lui, il te dit que le klaf, de la même façon que sur le klaf, tu peux écrire les tfilines, pareil, même sur le d'Ursus tous, tu peux écrire les tfilines. L'Agma, elle pose une question, elle te dit, il y a marqué dans une Mishnah, Tnan, klaf, kedir tov, parashak tana shevet tfilin, chez Shema Israël. Il y a marqué que le klaf, c'est de quoi écrire la parashak tana shevet tfilin, c'est-à-dire Shema Israël. Donc du fait que la Mishnah, que le Tana, il a préféré prendre le shiur par rapport au klaf seulement, et pas par rapport au d'Ursus tous. Donc il y en a qui font dire ça, klaf in d'Ursus tous lo. Donc ça veut dire que pour le d'Ursus tous, tu ne peux pas écrire sur le dessus des tefilines, parce que sinon, même pour le d'Ursus tous, on aurait donné un shiur par rapport aux tefilines. La Gemara te dit non, les mitzvahs. C'est-à-dire quoi les mitzvahs? C'est-à-dire qu'en réalité, mitzvah minamoufra d'écrire les tefilines sur du klaf et pas sur du d'Ursus tous. Et puisque l'habitude des gens, c'est de faire la mitzvah comme il faut, de la faire de la façon des khatrila, donc c'est pour ça que le shiur de Otsaha, il se base par le klaf par rapport aux tefilines et pour le d'Ursus tous par rapport aux mezuzot. Mais en réalité, effectivement, que Bediavad, tu pourrais écrire même des tefilines sur du d'Ursus tous. Mais par rapport au shiur de Otsaha, tu calcules le d'Ursus tous par rapport au shiur de mezuzah et le klaf par rapport aux tefilines. Très bien. L'Agma continue, elle pose une autre question. Tashma, Alachale Moshe Mishnah, il y a un Alachale Moshe Mishnah qui me dit que tefilin à la klaf. Mezuzah, la d'Ursus tous. Donc, c'est que les tefilines qui sont sur le klaf. La mezuzah, elle est sur le d'Ursus tous. Klaf, bimkom, bassar. Et comme je vous expliquais, que le klaf, on écrit, le klaf c'est la partie extérieure de la peau, on l'écrit dans le côté intérieur de la partie extérieure, c'est-à-dire vers le bassar. Et d'Ursus tous, bimkom sear. D'Ursus tous qui est la partie intérieure de la peau, ben, tu devais écrire sur le bimkom sear, sur la partie le plus proche du sear, c'est-à-dire vers l'extérieur. C'est la partie extérieure. Donc on voit en tout cas dans cette braïta-là que à la Chole Moshe Mishnah, les tefilines c'est que sur du klaf et pas sur le d'Ursus tous. Donc moi dit non, là-bas aussi c'est les mitzvahs, c'est le lechatrila. Le lechatrila c'est comme ça. Mais Bediavad ça marcherait même des tefilines sur du d'Ursus tous. Très bien, comme ce qu'il a dit Rav en fait finalement. Donc moi elle pose une autre question en fait sur Rav. Il y a marqué Vatanya, pourtant il y a marqué dans une braïta Shina Pasoul. Il y a marqué que celui qui change, c'est-à-dire qu'on te dit que le klaf, c'est pour les tefilines. Et le d'Ursus tous, c'est pour les mezuzah. Celui qui change, il y a marqué que c'est pas soul. Donc tu vois bien que c'est faux de dire que Bediavad ça marcherait et que c'est que les khatrila, puisqu'on te dit que si tu as changé, c'est pas soul. Moi, elle te dit non, à mezuzah, la bande c'est sur la mezuzah que ça se rapporte. Sur la mezuzah, c'est vrai que si la mezuzah, au lieu de l'écrire sur du d'Ursus tous, tu l'as écrit sur du klaf, donc la partie parchemin qui s'appelle klaf, alors là, effectivement, c'est un problème. Mais par contre, les tefilines, tu peux les écrire sur le d'Ursus tous. On a dit, pourtant, il y a marqué Vatania, il y a marqué une autre braïta qui me dit Shina Bézé ou Bézé pas soul, que si tu as changé et sur ça, c'est pas soul. On m'a dit non, c'est pas sur ça que ça se rapporte. Il dit, un mezuzah se rapporte sur la mezuzah. Et en fait, ce qu'on veut dire par là-bas, c'est VA des Kavinu à Klaf. Donc on te dit que d'un côté, il divise, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est pas soul. C'est quoi les deux cas? Soit tu l'as écrit sur du klaf, comme on avait expliqué avant, donc là, dans ce cas, ce serait pas soul, parce que tu as écrit une mezuzah sur du klaf au lieu d'écrire sur du d'Ursus tous. Adekadino à klaf, bimkom se'ar, donc bimkom se'ar, donc pas la partie intérieure, mais la partie extérieure. Et nami adursus tous bimkom bassar. Ou alors, si tu l'as écrite sur du d'Ursus tous, mais à l'intérieur. Alors que normalement, on avait expliqué que le d'Ursus tous, tu dois l'écrire vers l'extérieur. Donc c'est dans ce sens-là que c'est pas soul. Très bien. La Gemara continue à donner une autre réponse sur la coucha. Elle dit Bétema. Shina Bézé ou Bézé. C'est en réalité une marloquette Tanaïm. Sur ce lien-là, est-ce que Bémet, tu peux écrire les tefilines sur le d'Ursus tous? Des Tania, il y a une braïta qui me dit que Shina Bézé ou Bézé, celui qui a inversé les tefilines et les mezuzah, qui a écrit la tefilin sur du d'Ursus tous et la mezuzah sur du klaf, pas soul. Et Rabbi Acha, il est marchi, Mishum Rabbi Achi Bar Chanina, Vamra Mishum Rabbi Yaakov Rabbi Chanina. Alors, et donc lui, Rav, lui, quand il a dit que tu pouvais écrire, lui, il pense comme Rabbi Acha qui est marchi, d'écrire les tefilines sur du d'Ursus tous. Et donc lui, il pense comme lui. Très bien.
Rav Papa, lui, vient expliquer différemment et répondre différemment à la question. Rav Papa Amar, Rav de Amar Ketana Debe Menaché. En réalité, Rav, il s'appuie sur un autre Tana. Le Rav qui a dit que tu peux écrire les tfilin aussi sur le tous. Il s'appuie sur un autre Tana qui est le Tana Debe Menaché. Qui pense quoi? Le Tana Debe Menaché, Kadva al Niyar, vers la matlit psula, à la clave, à la gvil, à la dorsousus, kshera. Lui, Tana Menaché, il pense que c'est quand les tfilin sont psulotes, seulement si tu les écris sur du niyar, sur du papier qui est fait à base de plantes, ou à la matlit, quelque chose qui est fait à base de tissu, là, c'est pas soul. Par contre, si tu fais du parchemin, ou sur du gvil, là, c'est la peau en entier, ou sur le dorsousus, la peau qui est du côté de la chair, alors là, dans ce cas, ce sera kacher. Alors, elle te dit, Rafa il termine sa réponse en disant que Katva Mai, si jamais il a écrit sur du clav, du gvil et du dorsousus, on dit que c'était kacher. Alors, on parle de quoi ici? On parle de Katva Mai. Qu'est-ce qu'il a écrit sur du gvil et sur du dorsousus, sur du clav? Il est masculin, on parle que de la mezouza. Mezouza à clav, mikadvinan. Est-ce que tu peux écrire une mezouza sur du clav? La mezouza, c'est que sur le dorsousus. Et la lave à tfilin, donc c'est rapport sur tfilin. Apparemment, on savait que la mezouza, tu ne pouvais l'écrire que sur du dorsousus et pas sur autre chose. Donc, on parle forcément du tfilin. Donc, tu vois bien que ça vérifie bien les paroles de Rav, que tu peux écrire des tfilin aussi bien sur du clav que sur du dorsousus. Alors, il dit ta mère, mais d'après toi, les tfilin aussi, tu ne peux pas l'écrire sur le gvil. Tfilin à gvil mikatvinan, tu ne peux pas écrire sur le gvil. Le gvil, comme j'ai dit, c'était la peau entièrement, la peau entière. Tu ne peux pas écrire les tfilin sur le gvil. Et là, Kitana, Aïb et Sefer Torah. Là-bas, on parle, en réalité, qu'on dit que tu peux écrire sur les tfilin, sur le gvil, sur le dorsousus, sur le claf. On parle du Sefer Torah, donc tu n'as pas de preuve à partir de là pour Rav. La Gemara continue, elle te dit, Lima Messayale, va-t-on dire que finalement j'ai une preuve aux paroles de Rav, que de la boîte qui va suivre, qui a marqué quoi? Kayot Sebo, Tfilin Shebalou, Sefer Torah Shebala, les tfilin une fois qu'ils sont usagés, ou un Sefer Torah une fois qu'il est usé, En Osin, mais En Mezouza, tu ne peux pas descendre de Kedusha et écrire dessus une Mezouza. Pourquoi? Parce que les fichiers En Moridin, Mekdusha, Chamura, Kedusha Kala. Tu ne peux pas descendre d'une Kedusha Chamura. Les tfilin et les Sefer Torah, ils sont plus Kedoshim que la Mezouza, donc tu ne peux pas descendre de Kedusha. Alors, elle dit Ta'ama, la raison pour laquelle tu ne peux pas écrire une Mezouza dessus, c'est parce que tu ne peux pas descendre de Kedusha. Mais par rapport aux matières du parchemin, ça ne pose pas de problème. Ta'ama, Den Moridin. Ah, Moridin, parce que si on n'avait pas eu ce problème-là de descendre de Kedusha, Osin, Dertivama, sur quoi est écrit finalement ce Sefer Torah et cette tfilin? Lav Dimshum Dertiva, tous. N'est-ce pas qu'on parle qu'elles étaient écrites sur du doursus, et on voit que finalement les tfilin, tu pouvais l'écrire sur le doursus, donc une preuve aux paroles de Rav. Elle m'a dit non, pas du tout. L'eau, Dertiva, la claf, c'est écrit sur le claf. Ah, mais on avait dit, mais les mezouza, tu ne peux pas écrire sur le claf. Mezouza, claf, mikatvinan, tu ne peux pas écrire la mezouza sur le claf. Elle m'a dit, si, finalement, on va dire que oui. Ce Tana-là, il pense que la mezouza, tu peux l'écrire sur du claf. Et si tu écris une mezouza sur du claf, après ce Tana-là, c'est kacher. Tania, la preuve en est, qui a marqué dans une braïta, que Ktava à la claf, à la niya, va la matnit, psula, c'est seulement si tu l'as écrit, d'après Tanakama, quand tu as écrit sur du claf, ou sur du papier, ou sur du tissu, c'est pas soul. Mais d'après Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meira Yakotva à la claf, mi pene chez Meishta Meret. Donc d'après Rabbi Meir, lui, ils ont le droit d'écrire une mezouza sur du claf, parce que le claf, ça se conserve plus que le doursus tous. Et donc même le Tana de la Braïta, il penserait comme ça, comme Rabbi Meir. On m'a dit, Ashtade Atid Lachim, maintenant qu'on est venu à dire ça, et de dire que finalement la mezouza, on peut l'écrire aussi bien sur du doursus que du claf. Les Rav Nami, en fait, finalement, on va expliquer Rav différemment. Les Rav Nami, l'Otema ne comprend pas dans les paroles de Rav que tu peux écrire les tfilin sur du doursus tous, mais comprend de Rav que tu peux écrire de la mezouza sur du claf. Les Rav Nami, l'Otema chez doursus tous, Areuke claf, et la Ema, claf Areuke doursus tous. C'est le claf qui est comme le doursus tous, et de la même façon que ma doursus tous, kodvin alav mezouza, af, claf, kodvim alav mezouza. De la même façon que sur le doursus tous, tu peux écrire la mezouza, pareil aussi sur le claf, tu peux écrire une mezouza. Chazak ou Baruch. Donc voilà, on finit un petit peu la petite souga sur les parchemins, les différents types de parchemins.